L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les discussions du Doha. Nous allons en parler avec Merlet Vouvou. Bienvenue. Merci, cher David Kilolo. Bien portant. Très bien portant. Bien portant ce matin. Très bien portant. Alors, nous avons Doha. Nous avons cette histoire des taxes de 30 $, des taxes. Jusque-là, une opposition éparpillée, une opposition qui ne s'est pas manifestée. Il y a cette histoire des taxes, aucune réaction de la part de l'opposition. On a fermé plus de 13 partis politiques, aucune réaction de la part de l'opposition. Est-ce que l'opposition existe dans ce pays? L'opposition existe, le premier parti de l'opposition, c'est le peuple. Le peuple? Le peuple qui subit cette mauvaise gouvernance, cette mauvaise manière de faire les choses. C'est ce peuple-là. Ce même peuple qui dit que les politiques ne sont pas sérieux, mais c'est le même peuple qui reste amorphe. Mais oui, mais ça dit qu'il faut qu'il y ait l'initiative de certains opposants. Moi, je viens d'organiser. Jusque-là, aucune réaction. Je viens d'organiser. On a pris toutes les grandes décisions. On a condamné Joseph Kabila, aucune réaction. On a fermé les partis politiques, aucune réaction. Aujourd'hui, s'ils veulent même changer la Constitution, ils savent qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y aura rien qui va... Ils avaient voulu déjà changer la Constitution. Alors, ils avaient déjà voulu, pourquoi ils ne l'ont pas changé si l'opposition n'existait pas? Si l'opposition n'existait pas au Congo, pourquoi la Constitution jusqu'au jour d'aujourd'hui n'est pas changée? Ils avaient voulu. Le président de la République s'était même transformé en directeur de campagne ici devant nous. Il a battu campagne pour ces changements de la Constitution qui n'est pas arrivé. L'opposition, ce n'est pas être brutale comme l'IDPS. Je vous ai dit l'autre fois, on n'a plus rien à casser. L'IDPS avait déjà tout cassé à son époque. On n'a plus rien à casser. Nous, on fait une opposition intelligente. Une opposition capable de proposer. Une opposition capable d'orienter la société sous des intérêts communs du Congo. Nous ne sommes pas une opposition anarchiste. Nous sommes une opposition sérieuse. C'est pourquoi, tu sais que je suis très mal à l'aise lorsque je vois le président dire sur la place publique que l'opposition a pété. Donc pour Tshisekedi, jusque-là, depuis qu'il est au pouvoir, on n'a vu aucune manifestation. Mais d'ailleurs c'est mieux. Aucune manifestation. D'ailleurs c'est mieux si l'opposition n'existait pas. Aucune marche, mais c'est mieux. Aucune ville morte. Mais c'est Jean-David Kilolo. D'ailleurs c'est mieux. Pour Tshisekedi, il n'y a pas d'opposition. C'est l'occasion pour lui de bien construire, de bien gérer le pays. Est-ce qu'il gère bien? Parce que personne ne lui fait l'ombrage. Personne ne lui empêche. Parce que le terrain est vide. Il est le seul maître. Pourquoi on n'a pas de route? Pourquoi on n'a pas d'électricité? Pourquoi on n'a pas d'eau? Pourquoi son gouvernement et lui-même complices sont en train de nous escroquer matin, midi, soir? Il y a eu taxeram. Il y a eu escroquerie semblant d'appréciation du franc congolais, une escroquerie encore. Au jour d'aujourd'hui, Jacquemaine Chabani prend la main pour nous escroquer encore. Donc, pour Tshisekedi, si l'opposition n'existait pas, c'est une occasion pour escroquer. J'aimerais comprendre. Or, si l'opposition n'existait pas, c'est une occasion pour Tshisekedi de mieux mobiliser des recettes et construire... Non, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Mais justement, j'accepte qu'il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce que Tshisekedi fait de la République lorsqu'il n'y a pas d'opposition? Mais vous n'arrivez pas à assumer. J'ai accepté. Je prends ça comme ça. Il n'y a pas d'opposition. Ok. Mais c'est une occasion, si le président était rationnel, parce qu'il faudrait le dire, le président ne jouit ni de la logique formelle, ni matérielle. De quoi? Il n'y a ni contenu, ni cohérence dans ce qu'il fait. Il a été massivement élu. Hein? Non, il faut dire que le président a été élu massivement par tricherie. Il ne faut pas faire la promotion. Non, c'est que l'organe habilité qui nous a donné les résultats, la CENI a parlé. Non, attends. L'organe habilité n'était pas... C'était la CENI. Ce n'était pas un organe qui fonctionnait à pêle-mêle comme ça. Il y avait un cadre juridique, la loi électorale, qui dit l'article 58. Tu sais qu'il dit, est 2 fois président par coup d'État. Il faudrait le dire au Congolais. Non, il ne faut pas de coup d'État. En 2018, il a été élu. En 2018, il a été élu. Tu sais qu'il n'a jamais... Tu sais qu'il dit. Il a été élu. Laisse-moi répondre. Tu sais qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nanga l'a dit.
Kabila l'a dit, Kabouya l'a dit. Dans les trois composantes l'ont dit. Non, est-ce que ces trois personnes sont des organes attitrés? L'organe attitré, c'est... Mais justement, c'est la CENI. En 2018, c'était qui le président? Qui avait programmé Tshisekedi? Non, l'organe attitré, c'est mais la CENI. je parle de l'organe. Qui était le président? Corneille Nangaa, non? Mais il n'est pas la CENI. Il n'est pas la CENI. Qui avait proclamé Tshisekedi président? C'est la CENI. C'est Corneille Nangaa. Nous avons... La CENI, c'est une personne morale. La personne physique qui Allons-y maintenant. Nous parlons... En 2023 maintenant, en 2023, Tshisekedi est doublement... Non, nous parlons maintenant de l'opposition. Allons-y. Mais justement, moi... Il faut que vous arriviez aussi, en tant qu'opposition, à assumer vos échecs. Mais jusque-là, l'opposition n'arrive pas à mobiliser. Qu'est-ce que vous qualifiez de mobilisation? Mais mobiliser. Bon, okay, oui, avec les vieux Etienne Tshisekedi de Moulumba. Les vieux Etienne n'a jamais mobilisé celle. Mais il y avait l'opposition. Il y avait l'opposition parce qu'il y avait aussi les Katumbi, les Fayoulou et les mouvements citoyens. De toute l'histoire... Jean-David, il ne faut pas torpiller l'histoire. De toute l'histoire de l'IDPS n'a jamais rapporté une victoire politique. Des villes mortes là, ce n'était pas seul l'IDPS. Ce n'était pas seul l'IDPS. Ce n'était pas seul l'IDPS. Le jour où nous avons fait reculer Kabila... Vous aussi, vous étiez de la lutte? Oui. Le jour où nous avons fait reculer Kabila, le régime Kabila, en 2015, l'IDPS n'était pas avec nous. La lettre de Bruno Mavungu, perd son âme, existe. À cette époque, l'IDPS est toujours dans des combines politiques. Lorsque nous, on combattait Kabila, l'IDPS était à Ibiza, avec Félix Tshisekedi comme chef de file. C'est là que j'ai toujours dit, Etienne Tshisekedi n'a jamais été démocrate. Tshisekedi n'a jamais réclamé les élections dans ces pays. Nous, aujourd'hui, on dit que l'opposition n'existe pas. Ok. Mais moi, j'ai organisé une marche le samedi passé. C'était un échec? Oui. Un échec? J'accepte. Mais pourquoi, si c'était un échec, le régime avait mobilisé tant de policiers? Pourquoi il fallait gazer parce qu'il s'agissait d'un échec? Pourquoi il fallait arrêter? Pourquoi il fallait tabasser? Parce qu'il s'agissait d'un échec. Parce que l'opposition n'existait pas. Il fallait nous laisser démontrer notre échec devant le peuple. Pourquoi ils ont dispersé? Pourquoi autant de Fox? Pourquoi utiliser les grenades lacrymogènes? Pour quelque chose qui n'existait pas. Non, c'est le régime qui n'est pas capable de comprendre. Comment capable? Parce qu'il vous a laissé, hein? Vous êtes là, il y a un boulevard. Il n'y a pas de boulevard. Il y a un boulevard. Il n'y a pas de boulevard. Au jour d'aujourd'hui, Jean-David Kilolo dit, nous ne vivons pas sous la dictature, mais sous la tyrannie. Tyrannie? Oui. Et celui qui est en train de planter cette tyrannie, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Regarde un président de la République qui sort de chez lui pour traiter ses opposants des combats de tabac. Non, c'est une guerre politique, non? Non. C'est une guerre politique. La décence doit être de mise. Le respect mutuel. On ne peut pas être président de la République et manquer tout le temps respect. Parce que ses opposants font partie de ses administrés. C'est de l'impolitesse politique. Ça doit cesser. Le président a dit même qu'il devait délivrer les évêques ici devant tout le monde. Il a qualifié des évêques catholiques de sorciers à Kananga ou à Mujimai. Ici. Et maintenant, qu'est fait l'opposition pendant ce temps? Ce que nous allons faire, nous n'avons pas à les dévoiler ici. Non, ou qu'est fait pour le moment? Ça fait 7 ans que le président Tshisekedi est là, mais jusque-là, l'opposition... Je vous ai répondu sagement. Lorsque un homme n'a plus de rival, sa femme, il est le seul maître de sa femme. C'est l'occasion pour mieux entretenir sa femme. Qu'est-ce que Tshisekedi fait de ce pays? Il est le seul maître. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Citez-moi un seul projet initié par Tshisekedi, commencé et puis fini. Sans détournement. Citez-moi un. Nous avons un président pleurnichard qui amène une diplomatie de la... On va le Congo dans tous les bistrots, dans tous les terrains, dans tous les bars, à travers le monde.
sans contenu, sans cohérence. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi le on a fermé, on a suspendu les activités des partis politiques, surtout ceux de l'opposition. Aucune réaction. Ce n'est pas ici les lieux de dire ce que nous allons faire. Aucune réaction. Ce n'est pas ici les lieux de dire ce que nous allons faire. Mais je vous dis, nous allons établir ces rapports de force. Et c'est pour bientôt. C'est une opposition faible. J'ai accepté. Je vous ai donné tant d'exemples. Opposition à péter. Je vous ai donné tant d'exemples. D'abord, c'est très compliqué. Un président qui hérite d'un État. Non, parce que lui, il vient de l'opposition. Il vient de l'opposition. Non, il ne faut pas confondre vendre les cartes de... Non. Non. Il a été dans l'opposition. À chaque fois qu'il y avait des marches, il était devant. Jean-David Guilolo. Il ne faut pas confondre vendre les cartes d'un parti politique à l'étranger et faire la politique. Il ne faut pas confondre. Ici, nous parlons politique. Nous connaissons ceux qui ont combattu et ceux qui ont vendu des cartes d'un parti politique à l'étranger. Parlons de la République. Ce n'est pas ici les lieux où l'opposition va dévoiler ses stratégies. On ne touche pas. Tu sais que nous sommes faibles, mais il est en train de tergiverser sans être bousculé. Sans être bousculé. La preuve, vous êtes ici en interne, montrant que vous êtes faible. Il n'arrive même pas à organiser un dialogue interne, sachant que les opposants ici ne pèsent pas. Ce dialogue va arriver. Il veut beaucoup plus aller avec les autres. La preuve, il négocie avec les autres au niveau de Doha. C'est un rapport de force. Il ne faut pas suivre, tu sais ce qu'il dit. Ce dialogue va arriver. De Doha, de Washington à Doha, passant par l'Angola jusqu'à la sous-région, à Addis Abeba. Tous les accords signés, des principes et accords de Washington. La résolution 2773, lui impose ça. Lui impose un dialogue à l'interne. Il sait qu'il y aura un dialogue. Il est en train de gagner en temps. Il sait qu'il y aura un dialogue. Il essaie. Pourquoi il faut le bousculer? Parce qu'on finira par avoir. On va finir par avoir ce dialogue. On vous a imposé une taxe de $30. C'est de l'escroquerie. Une taxe aéroportuaire. C'est de l'escroquerie. Mais jusque-là, l'opposition, aucune réaction. Mais nous avons réagi. $30. Nous avons réagi. C'est maintenant au peuple, c'est aux Congolais qui vont subir cet arbitraire d'agir aussi. Un peuple n'attend pas tout simplement l'opposition. Mais il y a une société civile ici. Où est Georges Kapiamba? Où est Jean-Claude Katende? Georges Kapiamba, il est souffrant. Oui, la cage, ce n'est pas lui. La cage existe. Où est la cage? Où est Jean-Claude Katende? Où est Christopher Ngoyi? Où est Paul Sapou? Tous ces gens qui faisaient des bruits sous Kabila. Alors qu'est-ce qui vous dérange avec sous Kabila, on n'était pas escroqués. On pensait qu'on était mal dirigé. C'est pourquoi on l'avait combattu. Mais ici, nous sommes escroqués. Où sont ces gens-là? Où sont ces fameuses ONG? Des ONG tribales. Des ONG qui militaient par jalousie, par haine. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Jean-Claude Katende a cessé d'être activiste des droits de l'homme. Christopher Ngoyi a cessé. Paul Sapou n'existait plus. Où sont-ils? À l'époque, c'était eux. C'était pas tout le temps l'opposition. Où est la lucha? Où sont les mouvements citoyens aujourd'hui? Où sont-ils? Dans un pays sérieux, la politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est la société civile qui porte le vrai combat. Souvenez-vous de la marche des chrétiens en 1992. C'était les Baats et les Pierre Lumbi, la société civile. Où est cette société civile aujourd'hui? Où sont-ils? Alors ce sont les mêmes qui critiquent les politiques. Où sont-ils aujourd'hui? Ils jouent quel rôle? Ils ont laissé le fardeau qu'à l'église catholique et à l'ECC. Mais c'est quoi? Vous êtes en panne? Nous ne sommes pas. En panne d'imagination? Nous avons condamné. Nous avons seulement condamné. Nous avons condamné. Je vous ai répondu. Nous avons condamné. Mais ce n'est pas ici le lieu où moi, Marley, je viendrai dévoiler nos stratégies. Vous savez, les activités politiques s'organisent. Les clans politiques s'organisent aussi. Il y a plusieurs camps aujourd'hui. Alors chacun s'organise. On est ici à 9h, presque 10h. Mais ce qui va se passer à 14h, ce n'est pas à moi de le dire aujourd'hui. Et ici maintenant.
Donc restons tranquilles. Restons tranquilles. L'opposition existe bel et bien. Si l'opposition n'existait pas, surtout à l'absence d'une société civile crédible, Félix Tshisekedi, avec son comportement belliqueux, il allait changer la constitution et marcher sur tous les Congolais. C'est parce qu'il y a une opposition qui existe. Quelle opposition? Ce n'est pas l'opposition là de Marlin, vous et des Fayoulou. Parce que si c'était Fayoulou, il aurait pu changer la constitution depuis longtemps. Ah, donc vous reconnaissez quand même que quelque part il y a une opposition qui existe. Non, moi je n'ai rien dit. Mais lui-même là aussi reconnu qu'il y a une opposition armée. Lui-même, c'est une opposition d'abord. C'est ça l'étiquette. Anticonstitutionnelle. Non, la constitution est l'opposition est constitutionnelle. Le président a parlé d'une opposition. Maintenant, c'est le caractère qui diffère. Il a dit l'opposition. L'opposition n'est-elle pas constitutionnelle? C'est ça tout le problème. Tu sais qu'il dit, c'est lui qui n'a plus de recettes à proposer. Vous avez vu le président dire même, s'il faut devenir militaire, il va devenir militaire pour défendre le pays. J'étais très mal à l'aise. Le président m'a fait vomir par la poitrine. C'est l'amour du pays. Ce n'est pas de l'amour de la... C'est parce qu'il aime son pays. Ce n'est pas l'amour du pays. Tellement qu'il aime son pays. Souvenez-vous, pendant la campagne, je vous avais dit... C'est l'amour du pays. Souvenez-vous, pendant la campagne, je vous avais dit, la seule personne qui ne sait pas que le président, c'est Tshisekedi. Tshisekedi ne s'est jamais rendu compte qu'il est le président. Il est le président de la République. En vertu de l'article 69 de la Constitution, il est le président de la République. Le symbole de l'unité nationale. Il assure l'arbitrage par ses fonctions de réguler le fonctionnement régulier des institutions. Il est le commandant suprême des forces armées et de la police. C'est le sommet de fonctions régaliennes dans un état sérieux. Mais il veut quitter le sommet pour devenir un homme des rangs. C'est ça son niveau. Non, bon, il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État, il n'est pas militaire. Il n'a qu'à mettre en place une vraie politique publique de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait. Non. Laisse-moi revenons. Laisse-moi d'abord finir. Alors, étant incapable de mettre sur pied une bonne politique publique en matière, dans le secteur de défense et sécurité, il vient avec des narratifs qui ne tiennent pas. Il dit qu'il veut devenir militaire. Bon, démissionne. Qui moment on n'est pas fermé, qui démissionne à 62 ans. Un gars de 62 ans veut devenir militaire. C'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Tu sais qu'elle dit, Monsieur vous. Jusque-là, oui. Vous êtes là. Je vous ai pris. On a tendance à croire que l'opposition a démissionné de ses missions. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent qu'il y ait de nouvelles recettes de l'opposition pour faire reculer le pouvoir en place. Jusque-là, quelle est cette recette que l'opposition, vous pouvez proposer pour que le pouvoir puisse reculer? Je crois avoir répondu déjà à cette question. Je vous ai dit tantôt ici, ce n'est pas les liés pour moi, Marley, vous, membres de l'opposition congolaise, de venir dévoiler nos stratégies. La recette doit être préparée. Nous sommes dans la cuisine. Je ne peux pas venir ici dire que demain il y aura ça. Si nous allons paralyser la ville à cause de ces taxes, vous voulez que je les dévoile ici? Paralyser comment? Là, c'est par démarche, hein, pas paralysé par toute autre voie. Quand l'article 64 nous demande de s'opposer à un individu, au groupe d'individus qui nous dirige... Par la voie pacifique. Non, attends. La Constitution ne parle pas de... Par la voie pacifique. Le mot pacifique n'est pas constitutionnel. Non, pas la voie pacifique. Non, laisse-moi... Si vous avez peur de le dire, laisse-moi le dire. Vous m'avez invité pas pour me mettre des mots dans la bouche. Allez-y. L'article 64 ne dit pas violence ou pacifique. Ça nous demande tout simplement de résister à tout pouvoir illégal. Point barre. Le mot pacifique ou violent, vous le trouvez où? Soit M. Jean-David Guillaume, vous avez votre propre constitution. Moi, je parle de la constitution congolaise du 16 février 2006. Alors, maintenant, nous parlons de Doha.
Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont en train de négocier pour trouver un accord. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe au niveau de Doha? Faudra-t-il encore s'attendre à quelque chose de bon? Ou il faut certainement faire tout pour que les dialogues soient organisés ici qu'au niveau de Doha? C'est très compliqué parce que Tshisekedi n'est pas fixe dans son narratif. Comment compliqué? Tshisekedi jouit d'une incohérence incommensurable, incalculable. Le président de la République nous avait dit, aussi longtemps qu'il sera président de la République, jamais il sera en face des patins. Alors, à ce que je sache, à Doha, il est en face de ces mêmes patins. Est-ce que c'est lui ou ce sont ses collaborateurs? C'est lui qui les a mandatés. C'est lui. Donc ces gens-là n'ont pas de bouche. Comme lui, il qualifiait les patins. Il disait que les patins n'ont pas de parole. Ces gens-là aussi qui reprennent, c'est qu'ils n'ont pas de parole. Ce sont les paroles de Félix Tshisekedi. Donc Tshisekedi, indirectement, est en face des patins. Nous sommes à Washington, encore, face à Kagame. Tshisekedi nous vantait ici. Il nous demande de condamner Kagame et de les nommer. Mais lui qui est en face de Kagame, à plusieurs reprises, à Doha, il était en face de Kagame pour la première fois. Il était en face de Kagame à Washington. Mais il a demandé à Kaikwaba de signer un document qui ne condamne pas Kagame ni le Rwanda, l'accord de Washington. Donc, Kagame n'est pas condamné dans l'accord. Dans l'accord, nulle part. Contrairement à la résolution 2773 où c'était clairement dit qu'il y a des troupes rwandaises sous le sol congolais. Et le Conseil de sécurité imposait à Kagame, avec un caractère immédiat, le retrait de ces troupes. Posez les questions à Tshisekedi. Il avait déjà cette résolution qui était forte pour nous. Comment Tshisekedi avait quitté cette résolution pour Washington et Doha? C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Parce que la résolution était votée avant le processus de Washington et de Doha. Mais comment on a déjà une résolution forte qui condamne directement? C'était ça le souci de tous les Congolais. Le souci de M. Félix Tshisekedi. Que le monde puisse condamner Kagame, de reconnaître que c'est Kagame qui nous agresse, de reconnaître qu'il y a des militaires rwandais sur notre sol. Et le Conseil de sécurité l'a fait. Nous avons dit bravo, le monde a reconnu. C'est bêtement, vous et moi, nous avons été surpris de voir Tshisekedi entamer un autre processus à Washington. De l'autre part, Tshisekedi nous dit que le processus de Luanda était une réussite déjà à 98%. Donc, on avait les résultats. Mais un jour, le réseau était surpris. Il attendait Tshisekedi à Luanda. Il voit Tshisekedi à Doha, face à Kagame, devant les murs. C'est tout ça, c'est toutes ces incohérences qui nous mettent en difficulté. C'est tout ça le problème. Et les gens ne veulent pas écouter cette vérité. Mais cette fois-ci, avec la pression des États-Unis, les choses peuvent aller. Les États-Unis ne vont pas nous aider. Nous sommes l'unique peuple au monde. Oui, mais sous pression. Il n'y aura pas pression. La pression des États-Unis. Si le Rwanda nous attaque, qui sont les parrains de Kagame? Qui sont les parrains de Kagame? C'est une guerre. Nous sommes en face d'une guerre qui a plusieurs entrées. Une guerre par procuration avec plusieurs portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée ici à l'intérieur des Congolais qui acceptent d'être des marionnettes de ces étrangers. Il y a des portes d'entrée dans la sous-région qui acceptent de porter les combats qui ne les concernent pas. Cette guerre n'est pas la guerre du Rwanda, n'est pas la guerre de Museveni. C'est la guerre de puissance internationale. C'est la guerre des États-Unis. C'est la guerre de la France, de la Grande-Bretagne, de ceux qui veulent piller la République. En complicité avec la sous-région et d'autres Congolais, y compris Félix Tshisekedi lui-même. Je vous dis une chose. Nous sommes au mois de novembre 2020. Tshisekedi veut basculer la majorité ici chez nous. Un débat interne. Une coalition entre lui et Kabila, sans nous. Tshisekedi veut tourner
débaucher le membre de la majorité kabiliste. Tu sais qu'il envoie Tété Kaboué à son âme, informer à un président étranger, Paul Kagame, des consultations et des transactions politiques qu'il veut organiser. Il avait besoin du point de vue de Kagame. Entre Tshisekedi et nous, qui est le traître? Une petite question, d'un débat politique à l'interne, Tshisekedi d'avoir des émissaires. Nous sommes au mois de novembre. Est-ce que vous avez des preuves? Mais je l'ai dit, nous sommes dans un plateau sérieux. Nous ne sommes pas dans des chaînes YouTube. Nous sommes dans un plateau sérieux où le DG, les journalistes se sont pris au sérieux. Je ne peux pas venir ici, je télé 50 pour dire des balvernes, des inepties inutilement. Biceler les vivants. C'est lui le traître. Il nous demande de condamner Kagame et de les nommer. Lorsque nous on combattait Kagame, c'est ce que nous disions. Paix à son âme, Serge Ouello. Nous avons milité. Nous avons milité pour le départ de l'ambassadeur du Rwanda. Nous avons milité pour que Kagame ne soit pas venu ici. Quelle était la réponse de Tshisekedi? Vous ne connaissez pas la diplomatie, vous ne connaissez pas la politique. Kagame c'est mon ami, c'est un frère, c'est un partenaire fiable. Nous on était traités des étrangers ici parce qu'on refusait la présence de Kagame. On a chanté contre nous, nos compatriotes ont chanté contre nous. Yonani Oboya Kagame, Oboya Kagame Salamukilino. On nous demande de faire ce que nous avons déjà fait avant Tshisekedi, on ne le fera pas. Moi je ne condamnerai jamais Kagame. Je ne le ferai jamais. Le général, le fait général Delphin Kayimbi, je ne connais pas les circonstances de sa mort. Mais une lettre de Delphin Kayimbi assure qu'il est ici, informant au président de la République de ne pas recevoir la lettre d'accréditation de Vincent Karega. Parce que c'est un espion, c'est un tueur des opposants de Kigali, partout où il va. C'était quoi la réponse de Tshisekedi? Il avait accrédité Vincent Karega. Il avait saboté les renseignements ici devant nous. C'est lui le problème. Il nous a mis dans un pétrin de malheur. Et il veut que nous soyons cléments avec lui. Envers lui, non. Mais c'est Jean-David Guilolo, s'il y a un Congolais qui ne va pas condamner Kagame, c'est moi. Il faut le condamner, c'est un de nos agresseurs. Non. C'est lui qui agresse. C'est écrit où? Parce que tu sais qu'il était en face de Kagame à Washington, ils ont tous dépondu un accord où Kagame n'est pas qualifié d'agresseur. L'accord est là. Je ne parle pas en vain. L'accord de Washington, je mets quiconque à défi de nous donner, même ceux qui nous suivent, ceux qui vont écrire des messages, une seule disposition de l'accord de Washington pointant le Rwanda comme État agresseur. Mais une question reste pendante chaque jour. Qui nous fait réellement la guerre? Lorsque le M23 a été défait en 2013, où étaient les têtes pensantes de ces mouvements rebelles? À Kampala, non? À Entebbe. À part ceux qui ont été arrêtés, les Biamou, les cadres politiques étaient tous à Entebbe, en Ouganda. Quel est l'État qui a pris le soin d'ouvrir ses frontières en 2022, précisément le 13 juin, pour que le Congo soit attaqué une nouvelle fois par le même mouvement? C'est l'Ouganda ou le Rwanda? C'est l'Ouganda. Pourquoi Tshisekedi est allé en mutualisation de forces avec le même État? Pourquoi Tshisekedi ne condamne pas l'Ouganda? Pourquoi Tshisekedi reçoit le fils de Museveni? C'est lui qui a même promis la mort à un haut gradé de la République, le général Génie Luboya, le gouverneur militaire de l'Itourie. Pourquoi Tshisekedi l'a reçu ici? C'est lui le problème. Tshisekedi a rendu cet État faible. Tshisekedi a démorcelé le Congo. Un, par le tribalisme. Deux, par l'incompétence. Trois, par manque, par l'absence d'un leadership éclairé et visionnaire. Regardez comment est-ce que le pays est géré au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est programmé? Il y a quel type de boussole?
Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu sais qu'elle dit, moi je considère ces régimes comme un accident de l'histoire. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas venu ici pour dévoiler nos stratégies. Mais ces régimes, on doit mettre fin à ces régimes le plus tôt que possible. Il y a les élections qui se pointent à l'horizon en 2028. Vous devez vous préparer. Moi, je crois que les élections, nous l'avons déjà fait. Par rapport aux élections de 2028. Je crois que les élections, nous l'avons déjà faites à 3-4 et ça n'a rien apporté. Mais il y a les élections en 2028. Je sais. Alors ça, c'est constitutionnel. Oui, mais le peuple... Attendez-vous aux élections. Attention. Attendez-vous aux élections. Oui. Attention, les élections, oui. Le peuple reste le seul maître de son destin. Le peuple restant le seul maître de son destin, on peut ou ne pas arriver en 2028. Tout dépend de la volonté populaire. Mais volonté populaire, depuis que vous parlez volonté populaire, jusque-là, il n'y a aucune impulsion pour que le peuple puisse faire quoi que ce soit. Donc, ce qui est sûr, attendez-vous seulement aux élections de 2028. Aucun savant. Écoutez, il y a eu la suspension. Je l'ai dit, je répète encore. La suspension de 13 partis politiques. Aucune réaction. C'est un recul démocratique. Voilà, ce que j'ai dit. Non, ce que j'ai dit, aucune réaction. Ce qui fait que le peuple, pour le moment, n'attend que les élections 2028. C'est vous. Le peuple est lassé. Il est lassé. Il n'attend que les élections de 2028. Alors, s'il faut s'attendre à ces peuples-là pour autre chose, là, ça risque d'être... Moi aussi, j'ai dit, moi aussi, j'attends ces élections de 2028. Oui, attendez, je suis politique. Nous devons concourir. Mais je vous dis tout simplement, le peuple restant souverain, il peut décider de son sort à tout moment et quand il veut. Ben Ali disait à un journaliste, il n'y a personne à travers le monde qui maîtrise mieux les comportements des Tunisiens que lui. Une semaine plus tard, il y a eu printemps arabe. Une semaine tout simplement. Plus tard, il y a eu printemps arabe. Laissez les régimes imposer des taxes. Faire asphyxier encore le peuple. Laissez-les. Il faut les encourager comme ça. Moi, j'encourage Jacquemain Chabani. Asphyxier encore le peuple, ça fait les douleurs. Personne n'accepte de souffrir éternellement. Il y aura quelque chose qui va déclencher un soulèvement populaire dans ce pays. Cela ne viendra pas d'un camp politique. Soyez-en rassurés. Laissez Jacquemain Chabani. Heureusement, ce peuple a compris, ce peuple est mature. Pas pour ne pas peut-être se lancer dans cet état de choses, parce que le peuple, pour le moment, a besoin des solutions pacifiques pour arriver que autre chose. Alors, au niveau de Doha, ça fait pratiquement 6 semaines, plusieurs semaines qui sont là. Rien n'a bougé. Il y a toujours des préalables en préalables. Et même le chef de l'État y est sur place. Kagame aussi est sur place. On parle beaucoup plus du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui qui est sur place. Les temps seront faits pour qu'on signe l'accord, parce qu'il y a les gens qui parlent le 13 novembre, il y a d'autres qui voient au-delà. Est-ce que pour le moment, vous ne voyez pas qu'il faut peut-être aller dans le schéma de la Mouka qui, pour lui, il ne veut pas qu'il puisse signer l'accord, qu'il revienne d'abord ici pour qu'il y ait un dialogue inclusif qui va mettre tout le monde d'accord au lieu d'aller au niveau de Doha? Je n'ai pas lu les documents de l'accord, mais quelqu'un m'a dit c'est vraiment la balkanisation. Si c'est qu'il a posé sa signature dans ces documents. Mais il reste à savoir, est-ce que tu sais qu'il a composé ces documents? Si déjà dans la rue, ces documents commencent à faire du bruit, lui, le président et ses stratèges, ils l'ont scripté et compris, ils ont relevé des failles. Est-ce qu'ils vont signer? Est-ce qu'ils ne vont pas signer? Mais le problème ici, c'est que Tshisekedi refuse, je ne sais pas pourquoi Tshisekedi refuse de dialoguer avec une opposition non armée, mais il préfère
dialoguer avec le Rwanda. Pourquoi il ne veut pas dialoguer avec une position de l'armée? Parce que tu sais qu'il n'écoute que le langage de force. Donc c'est un problème des forces. Donc l'opposition non armée. L'opposition non armée, c'est une opposition non anarchiste. Basée dans ma capacité. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes des pacifistes. Nous voulons faire la politique avec les cerveaux et non avec des machettes. C'est celle l'union sacrée qui n'arrive pas à comprendre. Pour l'union sacrée, pour l'UDPS, nous devons porter des machettes. Mais quand nous allons porter des machettes, nous allons nous entretuer pour rien. Au lieu de donner au Congo le meilleur de nous-mêmes, mais on pense qu'il faut porter des machettes. Pour en faire quoi? C'est ça la conception de l'opposition actuelle. Imaginez que sous l'UDPS pendant 37 ans, ils ont brûlé des pistes. C'est un recul. Vous avez cassé des bâtiments. C'est un recul. Nous pensons que nous avons donné plusieurs coups à ces pays, nous politiques. Il faut faire autrement. Il faut faire les choses autrement. Moi, je n'ai qu'à proposer. Je n'ai que ma tête pour proposer. Je n'ai pas de main pour porter des machettes. Parce que si je prends des machettes aujourd'hui, je vais couper Jean-David Kilolo. Je vais gagner quoi? Le Congo va perdre un cerveau parce que j'avais porté tout simplement une machette. C'est ça la logique de l'opposition actuelle. Nous pensons que c'est pourquoi nous appelons Tshisekedi de venir discuter, de donner à ce pays une identité commune. Même si Tshisekedi va rester le président, si demain il ne sera pas là, que nous disions quand même, ensemble, nous avons fait quelque chose pour notre pays. Nous avons mis fin à un cycle s'il a raté. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'après Tshisekedi, dans Jean-David Lolo devient président, nous puissions chanter encore la même chanson. Mais à quand nous allons mettre fin à ça? Il faut réfléchir. Un pays avec plusieurs professeurs des universités, dont des scientifiques, un pays avec plusieurs diplômés universitaires, incapable de réfléchir. C'est une honte pour nous. Mais pour une fois, pouvons-nous nous mettre autour d'une table pour parler Congo. Dire que non, tu sais que tu es notre, vous êtes notre frère. Kabila est notre, il est nôtre, tel est le nôtre. Mais qu'est-ce que... Nous avons une seule maison. Nous vivons sous le même toit qui est le Congo. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que vous avez quel problème avec le Congo? Kabila, c'est quoi votre problème? Vous, c'est quoi votre problème? Jean-Marie Kassamba, c'est quoi votre problème? Voici comment nous allons nous conduire. Décidons une seule fois, comme veut notre hymne national, de notre sort. Décidons une seule fois. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas un schéma qui va nous amener encore dans des guerres civiles, dans des conflits ethniques, communautaires, inutilement. Nous en avons déjà plein ici. Nous sommes tous incapables d'y remédier. Est-ce qu'il faut en créer d'autres? Est-ce qu'il faudra encore créer d'autres conflits? Moi, je pense que l'ère de création de conflits inutiles est révolue. Nous devons maintenant mettre un peu d'eau dans nos vins. Jusqu'à quand? Parce qu'eux aussi, ils disent, ils veulent terminer leur mandat. On ne chasse pas Tshisekedi. Ils veulent terminer leur mandat. C'est à l'issue de leur mandat qu'ils peuvent envisager un dialogue. C'est ça le vrai problème. L'incapacité de nos amis en face de réfléchir. C'est ça le problème. On parle pays, il réfléchit fonction et poste, pouvoir. Or ici, moi, je réfléchis pays. On ne réfléchit pas fonction, on ne réfléchit pas pouvoir. Parce qu'il faudrait que tout le monde réfléchisse pouvoir, fonction, chacun va camper dans sa position, et le Congo, nous allons tous être perdants. C'est comme dirait un savant, on risquerait de mourir tous comme des idiots. On risquerait de mourir tous comme des imbéciles ici. Le pays est en train de partir, mais on parle fonction. Le pays a plusieurs problèmes. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si Jacquemin Chabani, étant ministre de l'Intérieur et Sécurité, il peut nous dire dans quel village, dans quel territoire, qui est du reste sous contrôle de Kinshasa, il y a la sécurité. Il n'y a pas de sécurité?
Mais même ici à Kinshasa, où il y a les institutions, on braque les gens à 9 h du matin. Il y a l'insécurité. Et il n'y a aucun domaine de vie où les Congolais sont en sécurité. Il n'y a aucun. Alors, est-ce qu'il ne faudra pas réfléchir? Il ne faudrait pas réfléchir. Est-ce que chaque Congolais ne doit pas porter une dose de solution? Est-ce que ce n'est pas important? Ceux qui estiment que cela n'est pas important, moi, je pense que nous qui pensons que c'est important, nous pouvons aussi dialoguer et leur imposer des résolutions. Parce qu'on ne peut pas laisser le pays partir, mourir devant nous, parce qu'il y a un camp qui pense qu'ils ont encore le temps d'être capriciés. Ce que tu sais qu'il fait, ça s'appelle caprice. Et depuis qu'il a commencé à être capricié, la situation est en train de se dégrader devant nous tous. Tshisekedi a travaillé pour décourager notre armée devant nous tous. Il est responsable. Mais on dit, c'est une erreur, on peut réparer. Discutons. Parce que lorsqu'un président de la République se fait sécuriser par des mercenaires, et il prend le soin de passer les troupes de notre armée en revue en étant sécurisé, lui, président, commandant suprême des forces armées, par des militaires étrangers. Savez-vous c'est quoi le message? Je n'ai pas confiance en vous. C'est un élément de démotivation. Non, ça c'est une stratégie du président. Je ne sais pas comment est-ce que vous qualifiez Tshisekedi de stratège. Il a tenu un mauvais discours à Bruxelles. On dit que c'était un discours stratégique. J'ai posé la question à un professeur, membre de l'Union sacrée. À quel moment le discours tenu par Tshisekedi peut être considéré un discours stratégique, un géostratégique de guerre? C'est lorsque le rapport de force est établi. Est-ce que le rapport de force est établi ici? Non. Donc c'est un discours de fable. Alors maintenant, pour terminer, qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager pour cette situation dans l'Est, vous en tant qu'analyste? Nous avons dit, il n'y a que des options. D'ailleurs, c'est universellement connu. Soit vous dialoguez, soit on fait la guerre. Parce qu'un État a le droit de se défendre. Si vous estimez que faire la guerre ne serait pas important pour vous, vous dialoguez. Alors s'il faut dialoguer maintenant, comme tu serais le faire à Doha et Washington, pourquoi il n'a pas fait attendre? Donc nous pouvons aussi considérer que le multiple perte en vies humaines et les dégâts collatéraux est causé par la tétitesse de l'Union sacrée accompagnée par tout ce qu'elle dit. Parce que vous allez vous souvenir, c'est ça qu'on l'avait dit, dès la prise de Bunagana, qu'il faut dialoguer et vider cette rébellion de sa congolité. C'est ça qui a été traité des Somaliens à cause de ça. À cause de ça. Si on avait vidé cette rébellion de sa congolité depuis 2022, Jean-David Kilolo, sérieusement, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. C'est parce que tu sais qu'il était orgueilleux. C'est parce que l'Union sacrée, l'IDPS pensait que... Il ne faut pas dire ça. Ça c'est le chef de l'État. Il connaît tout le méandre. C'est ça le problème. Quand tu sais qu'il dit qu'il n'était pas au courant, non. Quand vous voulez l'informer, vous dites encore qu'il est l'homme le plus informé, il connaît tout le méandre. Mais celui qui nous a habitués à dire qu'il n'est pas informé, ni était au courant, c'est qui? C'est que non, je vous réponds, dans 2 minutes, je parle de la suspension des 13 partis politiques de l'opposition. Je pensais que l'UDPS, pendant 37 ans, s'était bâti pour la démocratie. Et le multipartisme est obtenu en 1990. Précisément le 2 avril. Mais en revisitant l'histoire politique du Congo, nous nous sommes rendus compte que l'UDPS, toute sa vie, n'a jamais, ni avant sa création, ni pendant sa création, ni après, l'UDPS a milité pour le multipartisme ni la démocratie. Pourquoi je l'ai dit? Déjà en 1966, la pendaison, le martyr de Pentecôte, c'est Tshisekedi Mulumba qui avait pris la responsabilité publique
produits aux RTNC, il avait dit les Kimba, Bamba, Mamba, Anani ont été pendus pour des raisons pédagogiques. Si un démocrate peut considérer que pendre des Congolais, des citoyens, pour un combat normal, c'est une manière pédagogique d'éduquer un peuple, c'est au Congolais de répondre si ce monsieur-là est encore démocrate. J'ai vu encore un membre de l'UDPS dire que c'est de la même manière que Kabila avait suspendu et radié, annulé l'agrément du parti de Roger Lumbala. Mais nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Ici, Kabila s'était retrouvé à Goma parce que Kinshasa l'avait chassé. Je l'avais dit autrefois ici. Kabila annonçant son retour, sans citer l'endroit où il allait rentrer, il y a eu des perquisitions. 18e riche Maman Olive, annonçant des perquisitions à Kingakati, démolition de murs à Gelem, des perquisitions à Kachamata. C'était pour menacer Kabila, pour dire que mais si tu viens ici, on te tue ou on t'arrête. Ok? Kabila a trouvé là où il devait être en sécurité. Mais parlons-en. On veut nous dire aujourd'hui que Goma n'est plus congolais. Bukavu n'est plus congolais. Si l'arrivée de Kabila peut être considérée comme une trahison, quid de 20 millions de Congolais qui sont entre les mains de ces gens? On ne peut pas réserver un traitement particulier à un individu. Alors, il y a 13 partis politiques. Je suis dans les 13 partis politiques. Roger Lumbala avait commis la haute trahison de la République. Il était député national ici. Nous sommes en 2013. Père son âme, Christian Badi Bangui, le monsieur Chop Chop. Roger Lumbala va quitter en complicité avec Etienne Tshisekedi Ouamoulou. Il était délégué, l'UDPS était avec le 1-23. Délégué d'Etienne Tshisekedi Ouamoulou. Roger Lumbala se retrouve dans le palais entre les Congo et les 1-23 à Kampala. Comme qui portait parole du M23. Ce n'est pas le même cas que Kabila. Aujourd'hui, on ne suspend le PPRD. On ne suspend les LGD Matata pour nous. On ne suspend piste émergence de cette Kikoun. ATD de José Makila, MLP. Qui peut nous prouver, moi Marley, vous, je pose la question à ceux qui nous dirigent, qui peut nous prouver noir sur blanc qu'il y a eu une réforme ici dans ce pays, l'infraction n'est plus individuelle. C'est Kabila qui a commis l'infraction, prenons ça comme ça. Ou c'est le PPRD? C'est José Makila qui a commis l'infraction ou c'est le ATD? C'est Seti qui a commis l'infraction. Si Seti qui a commis l'infraction, il les avait interpellés ici. Pourquoi il a été relâché? Si Théophile même avait commis une infraction en allant en Nairobi, il a été interpellé ici. Pourquoi il a été relâché? Ça, c'est comme faire une chose et son contraire. C'est de l'arbitraire. Et moi, je dis, la flamme de la révolution ne va pas s'éteindre. Et ces partis politiques vont vivre, même si pas sous le même label, mais ça va vivre. Parce que le parti n'est que dénomination. Mais il y a un état d'esprit qui anime les animateurs et ceux qui adhèrent. Dans le même ordre d'idées, ils ont déjà suspendu le PPRD. Ils ont condamné Kabila abusivement. Au jour d'aujourd'hui, ils veulent encore arrêter Papier Piana. Parce que son péché, c'est être PPRD. Donc tu sais qu'il nous demande de ne plus être fidèle. Parce que lui, il achète la fidélité. Parce que lui, il achète la constance. Parce que tu sais que lui va être convaincu que les gens déclarent que je suis fidèle à Tshisekedi. Les gens signent des chartes de fidélité, des actes de fidélité. Ici, les gens sont fidèles à Kabila par vision, par idéologie, par philosophie politique. Au jour d'aujourd'hui, ils envoient la force du progrès. Aller casser des pylônes, faire couler des pylônes de la Sénèle à Maloukou. Les images existent. Et ils ont déjà pas pour. Ils commencent à dire que c'est Papier Piana qui le fait afin d'aider Kabila à faire entrer les Mobondo à Kinshasa. Ça, c'est trop grave. Ça, c'est trop grave. Voilà, merci à vous, Merlet Vouvou, surtout de votre passage. Merci, Jean-David Guillaume. Voilà, on continue notre matinale.